Bonjour et bienvenue à votre cours sur les soins chirurgicaux post-opératoires généraux. On va aborder les plus spécifiques quand on va parler des complications. Donc, voici les trois phases de soins post-opératoires possibles. Dans le fond, je vous dirais de façon générale, après l'opération, les patients vont directement aller à la salle de réveil. Puis, dans le fond, ils vont rester environ 1 heure à la salle de réveil, mais ça pourrait être un peu plus long s'ils ne répondent pas aux critères d'admissibilité au congé que je vais vous parler un peu plus en détail après. Par la suite, il va aller soit en soins ambulatoires si c'est prévu pour une chirurgie d'un jour, ou sinon, il va aller à l'unité des soins chirurgicaux. C'est possible si le patient a eu une anesthésie locale seulement qu'il quitte pour aller directement à la maison, mais c'est plutôt rare. Et c'est aussi possible que votre patient passe des soins, dans le fond, de l'opération directement aux soins intensifs si il était prévu d'aller aux soins intensifs, mais c'est plutôt rare aussi. Donc, à la salle de réveil, c'est vraiment immédiatement après la chirurgie et l'anesthésie. C'est, dans le fond, votre patient émerge de son anesthésie, donc il doit avoir une surveillance étroite. Moniteur cardiaque, saturation en permanence, puis ils vont prendre les signes vitaux généralement au moins aux 15 minutes, sinon plus. Puis l'objectif, ça va être vraiment de stabiliser la personne, puis la transférer par la suite. On va vérifier les voies respiratoires, s'ils sont dégagées, la respiration, la circulation, donc la pression artérielle, son état neurologique, est-ce que son environnement et puis son asepsie est bien respecté, est-ce que le site chirurgical est adéquat, pas de saignement, pas d'écoulement, est-ce que la patient a de la douleur ou de l'inconfort, est-ce que son état urinaire est adéquat, état gastro-intestinal, est-ce qu'il y a des nausées, vomissements, est-ce que dans le fond, on va faire un dosage ingesté excréta et on va vérifier tous ces sites IV et tout ce qui coule dans le fond dans ces accès veineux, donc les perfusions, est-ce que c'est la bonne chose, tout ça. On va, puisque votre patient est en post-op immédiat, il a passé un moment à la salle d'opération où c'est très froid, il est à risque de faire de l'hypothermie. Donc, on va prendre la température. Si votre température est en bas de 36 degrés Celsius, on va réchauffer votre patient. On peut soit le réchauffer avec des couvertures chauffantes ou sinon, on pourrait réchauffer même les solutés. Dans le fond, on veut éviter que le patient ait des tremblements et puis une hypothermie. Puis le reste, je vous l'ai déjà dit. Les complications possibles sont au niveau neurologique, agitation, délirium, réveil tardif, tout associé avec l'anesthésie. Il peut avoir de la douleur, de l'hypothermie ou de l'hyperthermie maligne que je vous parlerai plus tard. Respiratoire, on peut avoir des obstructions des voies respiratoires, hein, surtout si le patient vient d'être extubé, il peut avoir de l'œdème au niveau des voies respiratoires. Il peut avoir de l'hypoxie, une hypoventilation et une hypercapnie. Au niveau cardiovasculaire, on peut avoir une hypotension, une hypoperfusion, une hypovolémie, un choc hypovolémique, de l'hypertension aussi, puis des arythmies. Ça, c'est beaucoup relié avec les médicaments qu'il a reçus pendant l'opération, puis un risque d'hémorragie imminent aussi. Gastro-intestinal, nausées, vomissements, distension abdominale, surtout si c'est une chirurgie abdominale, puis aussi des hoquets. Urinaire, ben, il y a toujours un risque d'insuffisance rénale. Puis tegumentaire, ben, c'est les saignements qu'on va vraiment vérifier. Là, il est trop tôt pour vraiment s'inquiéter pour les infections. Donc, les critères d'admissibilité au congé, ça va être que votre patient soit éveillé, que ses signes vitaux soient stables, qu'il n'y ait pas de saignement ou écoulement excessif, pas de détresse respiratoire, que sa saturation soit avec ou sans oxygène plus grande que 90, mais ça peut être plus que ça même, que sa douleur est gérée ou acceptable, peu ou pas de nausées ou vomissements, que son rapport a été transmis, puis ses saignements maîtrisés. Je vous ai mis dans le fond c'est un rapport verbal ou écrit selon le SBAR, qu'est-ce qu'il devrait contenir dans le fond. Soins ambulatoires. C'est quoi les conditions pour aller en soins ambulatoires après dans le fond, la salle de réveil? Ça serait que la chirurgie et l'anesthésie soient de courte durée, que la condition médicale du patient soit stable, puis que dans le fond, il y ait peu de risques de complications.
Bon, les complications les plus courantes en soins ambulatoires, c'est vraiment nausées, vomissements, douleurs. Les particularités, c'est que souvent, il va avoir un congé après 2 à 3 heures d'observation. Ça pourrait aller à plus, ça pourrait être 6 heures. Ça dépend aussi un peu de l'anesthésie, mais de façon générale, là, 2 à 3 heures. Il peut avoir aussi, il faut que le patient ait eu les enseignements appropriés, dans le fond, à sa chirurgie avant, donc il doit être rencontré avant l'opération. Et puis, dans le fond, il faut que les nausées, vomissements, douleurs doivent être maîtrisés là, à la suite de l'opération. Les critères d'admissibilité au congé des soins ambulatoires sont les suivants. Donc, il doit répondre à tous les critères de la salle de réveil, de congé de la salle de réveil. Il doit avoir eu, dans le fond, un analgésique il y a plus de 30 minutes en intraveineux, mais même, je vous dirais, sous-cutané, parce qu'on ne laissera pas quitter notre patient tout de suite après une injection sous-cutanée non plus. Puis, dans le fond, il doit avoir une miction de fait. Par contre, c'est possible qu'on laisse notre patient quitter sans avoir fait une miction. Par contre, on doit aviser notre patient que dans les 12 heures suivant la chirurgie, il doit avoir uriné, sinon il doit se représenter à l'urgence par la suite. La personne elle doit être capable de marcher à moins de contre-indication. Si c'était déjà prévu d'aller, mettons, en fauteuil roulant, là, ça c'est correct. La personne doit être accompagnée d'un adulte responsable, donc pas son enfant de 10 11 ans, là, vraiment un adulte responsable qui va pouvoir s'occuper de lui, puis que toutes les consignes de congé écrites ont été remises à la personne et à ses proches, puis qui ont été comprises. On doit aviser le patient qui doit être accompagné pour la première nuit au cas où il y aurait des complications et idéalement qu'il doit loger à moins de 100 km de l'hôpital pour pouvoir, s'il y a quoi que ce soit, se rendre rapidement à l'hôpital. Il doit vraiment avoir les enseignements spécifiques concernant les soins de plaie et les complications associées. On doit, dans le fond, lui dire de renforcer le pansement au besoin, quand consulter, tout ça. On doit aviser aussi des symptômes possibles dans les 3 à 4 premiers jours suivant l'opération. Donc, vertige, nausée, perte d'appétit, douleur musculaire, céphalée, vision brouillée. Puis que si ça persiste, il doit consulter. Donc, au-delà de 3 à 4 jours, là, c'est pas normal que ça continue. Ensuite, dans les 48 heures, il est recommandé de ne pas conduire, ne pas manipuler des objets dangereux, ne pas boire de l'alcool ou prendre des médicaments sans ordonnance. Il faut lui dire qu'il va avoir un suivi téléphonique qui va être prévu généralement le lendemain. Et puis, dans le fond, on doit s'assurer que ces prescriptions ont été soit envoyées à la pharmacie ou remises directement au patient en lui disant de passer par la pharmacie puis documenter, dans le fond, toutes les instructions du congé au patient pour que la personne qui va faire le suivi soit au courant de ce qui a été dit. L'admission à l'unité de soins chirurgicaux maintenant. Donc, quand on fait l'admission en soins chirurgicaux, on va noter l'heure d'admission, évidemment, la mesure des signes vitaux et la saturation. On va évaluer le site chirurgical. On va brancher tous les drains et dispositifs de drainage. On va consulter le dossier opératoire, donc la note du chirurgien, de l'anesthésiste et les notes de la salle de réveil. Qu'est-ce qui a été reçu en salle de réveil? On va vérifier aussi toutes les prescriptions, puis on va les exécuter s'il y en a, comme par exemple changer le soluté ou quoi que ce soit comme ça. Là, quand on va recevoir notre patient là, en post-op immédiat, on va vraiment vérifier tous les systèmes, donc faire un tête-pied complet de notre patient. Donc, au niveau respiratoire, excusez, on va regarder vraiment perméabilité des voies respiratoires, rythme, fréquence, amplitude. On va ausculter notre patient, prendre la saturation et vérifier son taux d'oxygène, si c'est adéquat au mur. Signe d'oxygénation et ventilation insuffisante. S'il y a quelque chose, on peut aviser. On va vérifier aussi son positionnement que cette voie respiratoire soit bien dégagée, qu'il soit confortable et en sécurité. Ensuite, au niveau cardiovasculaire, on va vérifier sa fréquence cardiaque, sa pression artérielle. On va vérifier le temps de remplissage capillaire, couleur de la peau, chaleur, sa température pour déceler s'il n'y a pas une hypo ou une hyperthermie. On va comparer la fréquence cardiaque et la tension artérielle
préopératoire et post-opératoire. Toujours pour pouvoir avoir un comparatif, on va vérifier dans le fond la perfusion IV, donc les types de solutés, la quantité, la perméabilité, le débit, l'intégrité du site, puis son calibre. Donc, au niveau de l'évaluation du système neurologique, on va évidemment évaluer son état de conscience, son orientation. Tout dépend de l'anesthésie qu'il a eue, état sensoriel et moteur, la taille réaction des pupilles, si c'est pertinent, degré de mobilité des membres, PQRSTU de la douleur, c'est quand la dernière dose d'analgésie qu'il a reçue. On va vérifier aussi son état émotionnel, puis s'il y a du soutien disponible. Je vous ai mis ici en référence là, dans le fond les soins post-opératoires reliés à l'anesthésie. On va évaluer dans le fond le système gastro-intestinal, donc s'il y a des nausées, vomissements, bruits intestinaux, mais là sachez que ça reviendra pas nécessairement tout de suite les bruits intestinaux, on va en reparler là, mais en post-op immédiat c'est possible qu'il n'y en ait pas. Présence de haricots, bassins, mouchoirs, tout ça là, pour le patient, puis que on va vérifier dans le fond la médication pour la nausée. Est-ce qu'elle a été reçue en salle de réveil? C'est quand sa prochaine dose qui est due s'il y a de la nausée. On va évaluer aussi le système urinaire, son dosage ingesta et excreta, la dernière miction, la sonde, est-ce qu'elle est perméable, c'est quoi son dosage. On va regarder si votre patient présente la distension de la vessie, un besoin urgent d'uriner. On va évaluer évidemment tous les risques associés à sa chirurgie. On va évaluer aussi son confort. Donc, on va évaluer les effets indésirables de la médication, son risque de chute, le risque de dépression respiratoire, le risque de lésion de pression. On va toujours placer la cloche d'appel à la portée du patient. On va vérifier qui a un proche aidant, dans le fond, de disponible, mais si c'est pas le cas, là, c'est pas grave, là. Mais si toutefois, mettons, il y avait quelqu'un qui l'attendait pour son opération, on va s'assurer qu'il retrouve le patient là, une fois qu'il est admis à l'unité parce que en fait, c'est il n'aura pas le droit de l'accompagner à la salle de réveil, donc on va l'aviser là une fois qu'il est rendu sur l'unité. On va orienter la personne puis le prochain aidant dans son environnement immédiat aussi. On va surveiller dans le fond les constantes et les risques de complications, comme j'ai dit. On va documenter les réactions de la personne aussi, puis on va faire régulièrement des évaluations ciblées là, par rapport aux complications possibles du patient. Bon, l'intervention la plus importante en post-opératoire, ça va être vraiment votre mobilisation précoce. Pourquoi? Parce que ça augmente la capacité vitale et le maintien de la fonction respiratoire de votre patient. Ça stimule sa circulation. Donc, ça prévient, dans le fond, la stase veineuse pour amener des thrombophlébites, des embolies pulmonaires. Ça va accélérer aussi la cicatrisation des plaies. Ça va augmenter le tonus musculaire de votre patient, puis beaucoup améliorer les fonctions gastro-intestinales et urinaires, ce qui pourrait justement prévenir beaucoup de complications. Je vous ai mis les étapes du premier lever, mais je vous laisse les regarder là, parce que dans le fond, on va en avoir déjà parlé pendant nos laboratoires, puis on en reparlera aussi plus tard. Voici les critères d'admissibilité du congé de l'unité de chirurgie. Donc, je vous les laisse aussi les consulter là parce que c'est sensiblement les mêmes que celles des soins ambulatoires. Donc, quand je vous parlais de donner des instructions écrites et orales pour le congé du patient, dans le fond, ils doivent avoir les papiers de prescription. C'est quoi les symptômes qui doivent être signalés en urgence? C'est quoi les actions et effets secondaires des médicaments, la posologie des médicaments, tout ce qui a rapport avec les soins de plaie, les activités qui sont permises aux défendus, c'est quand qu'ils vont pouvoir reprendre les activités, c'est quoi les restrictions ou modifications alimentaires par rapport à l'opération. Puis c'est quoi la date et le lieu du rendez-vous médical. Donc, faut répondre à toutes les questions et préoccupations de notre patient avant de le laisser quitter l'hôpital. Et voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos soins post-opératoires. On va vraiment comme parler de chacun des systèmes un peu plus en profondeur, comme je vous ai dit, lorsqu'on va aborder les complications post-opératoires. Donc, merci.